Bonjour à tous, chers fans de hockey junior. Bienvenue à cette toute nouvelle édition du balado aux quatre coins présenté par Carlsberg. Le balado aux quatre coins qui est le balado officiel de la LHJMQ, la Ligue de hockey junior maritime Québec. On a beaucoup de choses à se parler aujourd'hui à travers la Ligue, les joueurs du mois. Il y a des équipes en feu et on va aller s'entretenir avec Thomas Verdon, parlant d'équipe et de joueurs en feu. L'attaquant de 20 ans des Huskies de Rouyn-Noranda. Il est attaquant du mois et les Huskies connaissent tout un début de saison. On aurait pu penser peut-être que ce serait plus difficile cette année pour les Huskies de Rouyn-Noranda. Mais pas en ce moment. On connaît vraiment un beau début de campagne. Avant, par contre, de se rendre à Thomas, allons parler de toute l'actualité de la Ligue avec Raphaël Doucet. Et très heureux cette semaine de retrouver encore une fois le directeur des communications de la Ligue, Raph Doucet. Raph, comment ça va? Salut mon chum, ça va bien toi? Ça va bien, ça va bien. La saison est bien installée, là, même que on a changé l'heure. Il commence à faire noir tôt. Puis Et il commence à Fred? faire, exact, un petit peu plus froid. Là c'est une température de hockey. Là, ça commence. C'est très le fun aller dans les arénas en gougoune. Mais quand tu commences à mettre, tu sais, la petite veste pas de manche un peu puffy, là, je commence vraiment à sentir que le hockey est bien installé. Là, puis là, je commence à avoir du gros fun. Écoute Max, on n'était même pas supposé d'en parler, mais je vais prendre la balle au bon. Malgré le fait qu'il faisait beau en septembre, qu'il faisait beau en octobre, on est quand même là à travers la Ligue à 5%, plus ou moins 5% d'augmentation au niveau des assistances. Donc, Wow. tu parles que le froid arrive. Généralement, novembre, décembre sont des bons mois au niveau des guichets dans la LHJMQ. Donc, déjà là, qu'on soit à 5% d'augmentation en septembre et en octobre par rapport à l'année dernière, c'est une très bonne nouvelle parce que l'an passé aussi, on était à 5% d'augmentation. Donc, la Ligue, ça s'en va dans le bon sens. Ben ouais, puis tant mieux. Puis, je veux dire, le début de saison est tellement excitant. Je veux dire, oui, t'as des grosses équipes, mais t'as des équipes surprenantes dont on va Ouais. parler. T'as des joueurs tout feu tout flamme pour débuter l'année. Le retour d'un gars comme Justin Carbonneau à Blainville-Boisbriand puis qui fait flèche de tout bois. Je suis convaincu que partout où l'Armada va aller, ça va engendrer des foules. Ça va aussi engendrer, tu sais, des belles foules, des foules qui vont leur être hostiles, qui vont vouloir les battre. Mais même chose avec les Highlanders. Je parlais de début de saison surprenant. On parlera des Huskies de Rouyn-Noranda dans quelques instants. Moi, c'est une des belles histoires, je trouve, dans ce début de saison de la LSJMQ. Mais débutons plus avec des joueurs individuels pour commencer, des histoires individuelles, Raph, parce que vous avez nommé là, les joueurs du mois cette semaine, donc les joueurs du mois d'octobre. Puis on parlait des Huskies, et puis bien sûr, restez à l'écoute là, d'environ une vingtaine de minutes. Il va être à ce micro Thomas Verdon des Huskies de Rouyn-Noranda, un joueur de 20 ans qui connaît tout un début de saison. Il a connu un excellent mois d'octobre. Et Raph, quand je disais qu'il connaît tout un début de saison, j'ai envie de dire c'est un passe-moi l'expression, là, un cas classique, un joueur de 20 ans, là, comme ça, sa dernière Ouais. année, qui maintenant vétéran. En plus, dans son cas, à Thomas, c'est sa quatrième saison complète avec les Huskies. Il avait aussi joué la saison avant ça, en 21-22, mais une douzaine de matchs environ. Mais là, il est à l'aise avec les Huskies. Steve Hartley, c'est son entraîneur-chef depuis quoi? Février 2024, si ma mémoire est bonne, qui s'est amené avec les Huskies de Rouyn-Noranda. Il connaît l'équipe, c'est un vétéran au sein de cette formation-là et la production suit en ce moment. Ouais, exactement. Écoute, on voit là à l'écran présentement, là, en octobre, 10 matchs. Il a connu quand même 13 points lors de ces 10 matchs-là. Et puis au total, là, si on inclut également le début du mois de novembre, il est quand même rendu à 27 points, Thomas Verdon. Donc, il est au deuxième rang des meilleurs marqueurs de la LHJMQ. Tu sais, Verdon, c'est pas une énorme surprise. On savait qu'il allait connaître une bonne saison, mais la surprise provient vraiment des Huskies de Rouyn-Noranda. On ne s'attendait pas à ce que les Huskies soient aussi bons cette saison après les départs d'Antonin Véro, de Ty Higgins, d'Alex Carr, l'échange également de Bill Zonon pour l'Armada de Blainville-Boisbriand. Mais les Huskies vont bien. Thomas Verdon va bien avec 27 points. Et puis quand tu regardes ces dernières saisons, 51 points il y a 2 ans, 57 points l'an dernier. Donc, c'était un régulier du top 6 chez les Huskies de Rouyn-Noranda. Mais là, présentement, si la tendance se maintient, il pourrait aller chercher là, autour de 90 points à sa saison de 20 ans. Donc, c'est vraiment une très, très belle histoire. Il mérite pleinement son titre d'attaquant du mois de septembre, parce que septembre, il y a eu quoi, une dizaine de jours environ, et d'octobre, évidemment. Tu dis pas une surprise pour Thomas Verdon, on connaît sa capacité dans les deux sens de la glace. On connaît son jeu sur 200 pieds. Tu parlais d'un top 6, oui, et en plus de ça, c'est un bon joueur de centre. Puis écoute, je Ouais. préparais l'entrevue là, avec lui un peu plus tôt aujourd'hui, puis il a fallu
il a fallu que j'aille voir les feuilles de match complètes parce que je pensais qu'il y avait un glitch sur le site de la Ligue, Raph. Parfois, il prend jusqu'à 38 mises en jeu dans un match. Quand même. 38. Et c'est pas une anomalie. 38 mises en jeu dans le premier match contre l'Armada de Blainville-Boisbriand. 37. Il est régulièrement au-dessus de 30 mises en jeu dans une rencontre. Puis là, je me suis dit, OK, mais attends un peu. Y a-tu une... Puis là, je suis dans ma tête, je suis comme, non, c'est pas les mises en jeu de toute la rencontre. Il y a beaucoup plus que 38 mises en jeu dans une rencontre. Puis là, je vais voir les feuilles de match au grand complet. Et non, c'est vraiment le nombre de mises en jeu qu'il prend dans une rencontre. Steve Hartley l'utilise à toutes les sauces dans cette facette du jeu. On trouve des façons de l'envoyer, probablement de le ramener au banc après ça, strictement pour prendre les mises en jeu. Écoute, il frôle le 60% en ce moment au cercle des mises en jeu. Donc vraiment, là, une des grosses raisons pourquoi les Huskies connaissent ce début de saison dont tu parles. Tu sais, Max, que tu sois dans notre ligue ou encore dans la Ligue nationale, si tu es au-dessus de 55%, tu es un très bon joueur au cercle des mises en jeu. Et si tu es au-delà de 60%, tu es excellent. Donc, ça prouve à quel point c'est l'homme de confiance de Steve Hartley. Puis, tu sais, les Huskies de Rouyn-Noranda, j'en ai parlé, ont perdu beaucoup de bons éléments. Leur joueur de 20 ans l'an dernier était franchement dominant. Bill Zonon a été le 7e meilleur marqueur de la LHJMQ l'an dernier. Donc, on savait qu'on était en reconstruction et on savait qu'un gars comme Thomas Verdon, à 20 ans, allait être un joueur très, très, très important. Mais là, on le voit autant offensivement que défensivement, utilisé à toutes les sauces. Est-ce que les Huskies vont être capables de maintenir le cap et de demeurer dans le top 5 tout au long de la saison? On verra, la saison est encore jeune. Mais quand même, quand tu es rendu au quart de la saison, on a quand même une bonne idée déjà des puissances et des équipes qui en arrachent. Et présentement, les Huskies sont 4e au classement général. Ouais, puis on connaît la passion à Rouyn-Noranda. Tu te dis, vont-ils être capables de maintenir le rythme? C'est une question qu'on peut se poser. Et même en même temps, comme tu le dis si bien, à ce stade-ci de l'année, on peut aussi dire ça peut même faire effet boule de neige. Tu sais, s'il se bâtit quelque chose dans ce vestiaire-là, une confiance, un esprit de nous contre le monde, sans vendre le punch de l'entrevue, tu sais, même Thomas l'avoue qu'en début de saison, c'était pas ça les attentes. Et là, finalement, Exact. ils sont où ils sont présentement, puis regarde, les gars se regardent dans le vestiaire, puis ils disent hey, attends un peu, c'était pas ça les attentes, mais finalement, c'est ça les attentes. Donc, ça va être très, très, très intéressant à suivre dans les prochaines semaines. J'ai dit 4e, c'est 3e au classement général. Donc, les gens de Rouyn-Noranda, ne m'envoyez pas de courriel. J'ai fait un petit lapsus, mais 3e au classement général. Puis, tu sais, quand on a un bon gardien de but comme Samuel Moloch, assurément l'un des meilleurs gardiens de but dans notre ligue cette saison, va être à surveiller également au cours des prochaines années. Un espoir des Sabres de Buffalo. Donc, tout est possible pour les Huskies cette saison. Ouais, puis deuxième en pourcentage de points obtenus. Parce qu'ils ont seulement Ouais. 16 matchs de jouer. Là. Il y a des équipes comme Charlottetown déjà à 19, Blainville à 17. Il y a les Sags qui ont seulement 14 matchs de jouer qui sont à 750. Les Huskies sont à 719. Donc, simplement pour renchérir, là, pour pas qu'on reçoive de courriel en provenance d'Abitibi, Témiscamingue. Absolument aucune surprise, je pense, quand je dis que Xavier Villeneuve, sinon le plus bel espoir de la Ligue en vue du prochain repêchage et le défenseur du mois. Ça, ce sont ses statistiques uniquement là, pour le mois d'octobre. 12 matchs, 4 buts, 15 passes, 19 points pour Xavier. Ça fait déjà plusieurs fois qu'on parle de lui. Je vous invite à aller réécouter l'entrevue que j'avais fait avec lui il y a plusieurs semaines de ça, en personne là, à Boisbriand. Un jeune homme avec une bonne tête sur les épaules. Puis, c'est la façon dont il le fait. Pour moi, Raph, il est spectaculaire à souhait. Tu sais, c'est ce type de défenseur-là. Je pense qu'il va énormément profiter de la qualité de l'effectif cette année à Boisbriand, mais il fait partie de cet effectif-là. Il est vraiment le général, le corps arrière de l'Armada. C'est sa 3e saison quand même dans notre ligue parce que C'est Xavier, un c'est late, un ouais. late, mais il profite pleinement, honnêtement, de cette 3e saison-là jusqu'ici. Puis, on savait à quel point qu'il était bon et on savait qu'il allait être encore meilleur cette année parce qu'on a ajouté tellement de bons éléments du côté de l'Armada de Blainville-Boisbriand. Mais le corps arrière, là, si on parle de Justin Carbonneau comme étant le chef de file offensif, puis le gars qui est capable de marquer des gros buts, le corps arrière et le liant attaque-défense, c'est vraiment Xavier Villeneuve. Puis on le sait, dans le hockey d'aujourd'hui, ça te prend un vrai corps arrière et Xavier Villeneuve est mobile, il est intelligent. Oui, il est petit. Oui, il est léger. Il est à 160, 162 livres. Mais ce gars-là a tellement un bon QI hockey, est tellement intelligent sur la glace qu'il évite de se faire frapper. Il anticipe les mises en échec. Il se débarrasse de la rondelle
quand c'est le bon moment de se débarrasser de la rondelle. Et quand je dis se débarrasser, là, c'est plus trouver un coéquipier parce que c'est très, très rare que Xavier Villeneuve va se débarrasser de la rondelle. Donc, honnêtement, il est spectaculaire depuis le début de la saison. Déjà 22 points. Le deuxième défenseur dans notre ligue, c'est Marcus Kiersey avec 18 points. Et ensuite, Evan Depati avec l'Océanique de Rimouski qui en a 15. Donc, Xavier Villeneuve, si la tendance se maintient, pour aller chercher au-delà de 80 points. Déjà l'an dernier, à sa saison de 17 ans, ça a été le défenseur de l'année, trophée Émile Bouchard dans notre ligue. Et là, ben, il peut répéter. Puis tout est possible. Puis en plus, il va représenter la LHJMQ lors du défi des espoirs LCH contre États-Unis à la fin novembre. Il fait partie des 3 premiers joueurs nommés pour l'équipe LCH. Il va avoir un rôle important lors de ces 2 matchs-là contre le programme national de développement américain. Donc, Villeneuve, honnêtement, là, spectaculaire. Futur choix de premier tour dans la Ligue nationale. C'est presque effrayant de penser que s'il n'avait pas à faire la Ligue nationale l'an prochain, ce qui, soyons honnêtes, serait surprenant, mais regarde, je vais quand même le mettre au conditionnel parce que sait-on jamais, il y a des choses plus folles que ça qui sont arrivées dans la vie. C'est effrayant de penser qu'il pourrait être de retour l'an prochain. Tu l'as dit, des défenseurs de l'année 2 ans avant son repêchage. Quand on dit sky is the limit, là, c'est son cas. Je pense à Zane Parek, dont, bien sûr, le début de carrière LNH, présentement, n'est pas ce qu'il aurait souhaité avec les Flames de Calgary. Là. De toute façon, il n'y a pas grand-chose de bon qui se passe du côté de Calgary en ce moment. Mais quand je pense à ce que Zane Parek a fait l'an dernier dans la Ligue de l'Ontario, c'est définitivement quelque chose de possible pour Xavier Villeneuve s'il avait à revenir l'an prochain. Ça fait des années, voire j'ai envie de dire des décennies qu'il n'y a pas eu un défenseur de 100 points dans la JMQ. Ça pourrait être possible. Vite de même, j'ai pas le nom qui me vient en tête, mais quand je pense à un défenseur de 100 points dans notre ligue, le dernier qui me vient rapidement en tête, là, c'est Danny Grou avec les Tigres de Victoriaville. Ça fait très longtemps. Il va falloir que je vérifie dans les années 2000, là, mais écoute, que ce soit 100 points, 90 ou 80 points, c'est toujours exceptionnel de voir un défenseur produire de la sorte. Ouais, c'est rare. Mais je me souviens, on en avait parlé dans le cadre de la Coupe Memorial, justement, au printemps dernier. Puis je me souviens, entre autres, il y avait Danny Grou. Il y en avait eu un autre, je me souviens, depuis, là, puis j'arrive pas à me mettre le avec l'Océanique, justement. C'était-tu avec l'Océanique? Oui, parce qu'il y en avait eu un à l'époque de Richards, de Brad Richards, mais après ça, il y a eu un autre défenseur de 100. Ça va finir par me revenir pendant l'émission. J'en suis convaincu. On va le trouver, on va le trouver. On a des très, très bons recherchistes à cette émission, vous saurez. Et devant le filet, je ne sais pas si on peut parler d'une surprise, et je dis ça parce que des fois, il y a un ajustement pour les Européens qui s'amènent en Amérique du Nord, peu importe le niveau, peu importe à quel âge tu t'amènes en Amérique du Nord. Mais Danny Tchaïkov, du côté des Olympiques de Gatineau, fait un excellent travail. J'avais lu une entrevue avec lui où il disait qu'il était plus concentré sur la victoire que sur les statistiques individuelles pour débuter la saison. Et finalement, il est également concentré sur les statistiques individuelles parce qu'il est le gardien du mois dans la LHJMQ. Oui, Tchaïkov, écoute, on savait qu'il avait un beau potentiel. Les Olympiques de Gatineau l'ont repêché dans le repêchage international de la LCH. Mais de là à dire que Tchaïkov serait le meilleur gardien de but dans la LHJMQ en septembre et en octobre, il n'y a pas grand monde qui l'aurait prédit. Et déjà, on est en nette progression du côté des Olympiques. On est allé chercher notre 8e victoire après seulement 12 matchs. L'an dernier, pour atteindre le total de 8 victoires, ça avait pris 33 rencontres. Donc, il y a vraiment une belle progression du côté de Gatineau. On n'est pas assez proche de rater les séries l'an dernier. On ne voulait pas que ça se reproduise cette année. On est en progression et Tchaïkov, honnêtement, est en train de surprendre la planète à la JMQ. C'est un gardien de but qui est franchement dominant, un bon gabarit, il est mobile également. Il a peut-être avalé de travers de ne pas être invité au match des espoirs de la LHJMQ il y a quelques semaines à Sherbrooke. A voulu peut-être prouver à la centrale de recrutement de la Ligue nationale qu'ils avaient fait une erreur de l'ignorer. Mais là, présentement, il joue du très, très gros hockey devant le filet des Olympiques. Ouais, un membre important de l'organisation. Et la recrue, sommes-nous vraiment surpris de la retrouver à Victoriaville? il y en a 2, faites votre choix. Alexei Vlasov, qui est la recrue du mois, il y a 25 points jusqu'ici cette saison. Honnêtement, je pense que j'ai trouvé un moment cette année pour aller voir un match à Victo parce que ce que lui et Shilov font, là, ça a l'air assez impressionnant à voir en personne. Ouais, écoute, j'ai regardé des matchs des Tigres à la télé là, sur Flow Hockey depuis le début de la saison. J'ai pas encore eu la chance d'aller à Victoriaville cette saison, mais j'ai vu de très près Shilov
et Vlasov lors du match des espoirs le 21 octobre dernier. Et je les regardais dans les entraînements. Bon, Vlasov, la deuxième journée, n'a pas pu pratiquer, n'a pas pu jouer parce qu'il était blessé. Mais ce que Vlasov est capable de faire en entraînement, ce que Shilov est capable de faire également avec la rondelle, c'est deux gars spectaculaires. Shilov est un petit peu plus gros, Vlasov plus petit gabarit, mais quand même, là, Alexis Vlasov, depuis le début de la saison, 14 buts en 15 matchs. Puis tu as Shilov qui a 24 points, Vlasov en a 25. Donc, pick your poison, comme on dit en anglais, là. Qui est la meilleure recrue à Victoriaville? Ben, il y en a qui vont dire Vlasov, il y en a qui vont dire Shilov. Mais chose certaine, ces deux-là sont en train de marquer l'histoire des Tigres déjà et en quelque sorte en train de marquer l'histoire également de la LHJMQ parce que deux recrues comme ça qui débarquent dans la LHJMQ et qui produisent la sorte, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Et Raph, pendant que tu parlais, j'ai réussi à retrouver le joueur qui m'échappait en défense. Oh! Je m'étais juste trompé, finalement. C'était Gros est le dernier. Et c'est pour ça que je n'étais pas capable de remettre. C'est que l'autre que j'avais en tête, c'était Marc-André Bergeron également, qui l'avait fait, mais c'était avant Gros. Il avait fait 101 points. Marc-André Bergeron. Je savais que c'était un joueur en plus qui avait joué dans la Ligue nationale. Je me grattais le coco. Je disais, voyons, Colin, c'est qui? Puis c'est parce que j'étais pas dans les bonnes années dans ma tête. Donc, Marc-André Bergeron qui a fait 100 points dans la LHJMQ. Donc, tout ça pour dire que, écoute, Xavier Villeneuve, ça pourrait être quelque chose qu'il pourrait peut-être éventuellement atteindre. Puis si Justin Carbonneau continue de prendre toutes ses offrandes et les mettre au fond du filet comme il le fait présentement, ben, qui sait, peut-être que ça va être dès cette année parce que quand je suis allé voir Justin qui a 16 buts présentement, déjà. En 14 ou 15 matchs, il est au-dessus du point par match. Pas du point par match, pardon. En 13, bon. Il a raté le début de la saison en raison du camp des Blues de Saint-Louis. Exact. Mais écoute, si tu veux, on peut en parler tout de suite de Justin Carbonneau parce qu'il est présentement le meneur dans la course au trophée Mario Lemieux. 16 buts en 13 matchs et 4 passes. Donc, je l'ai texté hier. J'ai dit, écoute, je sais, Justin, que tu aimes beaucoup le baseball. Mais il veut gagner le Cy Young. Ça va faire les statistiques pour gagner le Cy Young. Puis il m'a juste répondu, écoute, c'est une question de temps avant que les mentions d'aide commencent à s'empiler, mais l'avantage numérique va bien du côté de l'Armada. On a une bonne attaque. On vient de parler de Xavier Villeneuve également. Là, tu as Bill Zono qui a recommencé à jouer après avoir subi une blessure lors du camp d'entraînement des Penguins de Pittsburgh. Donc, l'Armada connaît un excellent départ et selon moi, va être encore plus à surveiller quand tout le monde va être en santé, quand tout le monde va avoir pris son rythme au cours des prochaines semaines. Mais Carbonneau, 16 buts. Et ensuite, Vlasov à Victoriaville à 14. Et Félix Lacerte avec les Cataractes de Shawinigan avec 14 buts également. Donc, c'est trois gars présentement là, qui ont le potentiel d'aller chercher au-delà de 50 buts dans notre ligue. L'an dernier, on n'a eu aucun marqueur de 50 buts. Et il y a 2 ans, ça a été Justin Poirier. Au-dessus du but par match, s'il fallait que ça se fasse... Je serais prêt. Parions qu'il y a une équipe à Saint-Louis présentement qui cherche, qui s'est dit peut-être on l'a coupé trop vite, ce gars-là. Mais savez-vous quoi? Ce sont les partisans de la LHJMQ qui en bénéficient de voir Justin Carbonneau sur les patinoires ici au Québec. Revenons quand même, là, parce que j'ai devancé là, en partant sur Justin, mais un autre Justin, Larose, celui-là, qui a été nommé le joueur de la semaine, 7 points en 2 matchs. Il nous avait dit à ce balado en début de saison qu'il voulait atteindre les 100 points cette année. Puis, il connaît un excellent début de saison, le capitaine là, du régiment. Puis quelle histoire, Max, honnêtement, parce que ce gars-là là, était courtisé par l'Université du Michigan. Il avait dit oui à l'Université du Michigan pour quitter à sa saison de 20 ans. Et on lui aurait souhaité évidemment la meilleure des chances. À partir du moment que tu as terminé ton engagement avec nous et qu'à 20 ans ou à 21 ans, tu vas aller jouer dans la NCAA, grand bien te fasse, puis on aurait été les premiers heureux à la Ligue pour Justin Larose. Mais lui, il s'est dit, savez-vous quoi? J'ai le goût de retourner dans la LHJMQ. J'ai le sentiment qu'il me reste de quoi prouver dans cette ligue-là. Je veux avoir un gros rôle à 20 ans. Je veux vivre l'expérience du régiment. Je veux vivre l'expérience de Terre-Neuve. Et jusqu'ici, honnêtement, Larose est content, le régiment est content. Et depuis le début de la saison, il est rendu à 29 points. 11 buts, 18 passes en 16 matchs. Il est le meilleur marqueur dans la LHJMQ. 2 points devant son coéquipier Marek Danicek. 2 points également devant Thomas Verdon. Donc, Justin Larose, à 20 ans, il nous avait prouvé il y a 2 ans avec les Tigres de Victoriaville à quel point il pouvait être dominant offensivement avec une saison de 80 points avec les Tigres. L'an dernier, ça a été peut-être un petit peu plus difficile. De un, les Tigres étaient une équipe qui en arrachait. Ensuite, il a été transigé
aux Voltigeurs de Drummondville. L'adaptation s'est peut-être pas bien déroulée complètement. Quand même, une saison de 61 points. Mais là, il revient en force. Il veut aller chercher 100 points avec les régiments de Terre-Neuve. Et présentement, il est franchement dominant. Oui, tout à fait. Tout à fait. Un excellent début d'histoire pour le régiment. Tu sais, Ouais. c'est le fun que ça commence ainsi. Tu sais, ça crée un bel engouement et ça. Ou plutôt, ça fait lever la sauce, tu sais, parce que l'engouement, peu importe de quoi l'équipe aurait eu l'air, il était là pour débuter. Les gens de Terre-Neuve avaient hâte, ils étaient excités de voir cette équipe arriver, mais qu'en plus qu'elle soit bonne, qu'en plus qu'il y ait des joueurs franchement excitants, c'est le fun à voir. Et ben, ils sont une des équipes de l'heure dans la LHJMQ, le régiment. Bon, ils avaient très, très bien débuté. Après ça, tu sais, puis je pense que ça va être normal avec le régiment cette saison. On a concocté là, un horaire, je pense, qui exploite le mieux la situation géographique particulière de cette organisation, mais ça va être des défis quand même pour l'équipe d'aller sur la route, revenir après ça. Il va falloir profiter de nos longs séjours à domicile parce que même pour les équipes qui vont venir, ça va être difficile. Des fois, peut-être qu'on va partir sur la route, ça va être difficile. Mais là, présentement, c'est 4-0-1 à nos 5 dernières rencontres. Mais on ne les voit pas non plus au classement. Une autre équipe, moi, qui m'impressionne franchement, Raph, présentement, ce sont les Voltigeurs de Drummondville. Lors du dernier épisode de ce balado, je m'entretenais avec Sylvain Favreau qui l'avouait. Il disait, écoute, c'est une année. Et il avait dit un peu à contre-cœur là, de reconstruction. Il avait dit, on n'aime jamais ce mot-là, mais c'est ça. Il dit, disons, une année de transition. C'est une année différente pour un entraîneur comme lui. Il y a d'autres apprentissages à faire parce qu'il ne faut pas oublier, c'est une ligue de développement, c'est une ligue d'apprentissage, la JMQ. Et il avouait déjà donner des rôles, donner des opportunités à des joueurs beaucoup plus jeunes dans son organisation. Des joueurs qui, au sein d'une équipe qui cherche à gagner cette année, n'auraient peut-être pas ces opportunités-là. Et bien, malgré tout, ils sont capables d'avoir des belles séquences comme ils ont présentement, les Voltigeurs. Champion en 2024, les Voltigeurs. Et puis l'an dernier, ça a été une saison un petit peu au-delà des attentes. On s'attendait à ce que les Voltigeurs descendent. En première moitié, on a été excellents. On a terminé au premier rang de l'association Ouest avant de se faire surprendre finalement au premier tour par les Moussets de Halifax. Et qui sait ce qui serait arrivé si Mercer s'était pas blessé d'ailleurs dans cette série. Exact. J'étais là d'ailleurs quand il s'est blessé, puis je pense que la série a basculé à ce moment précis-là. Mais tu sais, cette année, on est en de vraie reconstruction pour les Voltigeurs de Drummondville. Et chapeau aux joueurs et chapeau également à Yannick Lemay d'être allé chercher des bons joueurs autant au Québec qu'en Ontario qu'aux États-Unis. Et chapeau à Sylvain Favreau. Tu sais, pour moi, Sylvain Favreau, il n'y a aucun doute, c'est un des meilleurs entraîneurs dans la LHJMQ. Et là, au classement général, les Voltigeurs sont 6e. On a 5 victoires consécutives. Est-ce qu'on va être capable vraiment de demeurer dans le premier tiers du classement tout au long de la saison? On verra au cours des prochaines semaines, des prochains mois. Mais si les Voltigeurs de Drummondville, dans cette année 1 officiellement de reconstruction, si les Voltigeurs sont capables de terminer dans la première moitié du classement, ça va être déjà un très bon pas dans la bonne direction en vue des prochaines années parce qu'on n'a pas de vedette offensive, on n'a pas de vedette non plus défensive et on a changé nos 2 gardiens de but, mais malgré tout ça, on est 6e au classement général. Bravo. Tu as parlé également du régiment de Terre-Neuve. 4-0-1 depuis 5 matchs. On est 8e au classement général. Et l'autre équipe de l'heure, et j'ai envie vraiment de lever mon chapeau au Saguenay de Chicoutimi. Tu sais, Chicoutimi, il y a eu la distraction au cours des derniers jours de Nathan Lecomte. Pour ceux qui ne sont pas au courant, qui habitent sur la planète Mars, a décidé de quitter momentanément l'équipe avant de finalement revenir au Bercail la semaine dernière. Mais malgré tout ça, les Saguenayens sont demeurés concentrés, sont demeurés productifs sur la glace. 5-0-1-1 depuis 7 matchs. Les Saguenayens sont 4e au classement général. Et 2025-2026, c'est la grosse année des Sags. Ben oui. On vise le titre, rien de moins. Et présentement, on est 4e au classement général. Tous les espoirs sont permis avec les Saguenayens. Comme quoi, même pour les équipes de tête, hein, on a des défis. Des fois, on ne sait jamais quelle balle courbe la saison va nous lancer. Chapeau à Yannick Jean et toute l'organisation des Saguenayens d'être capable de manœuvrer à travers tout ça. Et, tu sais, on en parlait un peu plus tôt, là, mais ils sont seulement 14 matchs. On dirait que, justement, avec tout ce qui s'est passé, on dirait que je cherche une façon de le franciser. En anglais, on dit on sleep on une équipe. Là, on porte moins attention à une équipe pour les raisons positives. Donc, en ce moment, les Saguenayens, qui sont peut-être si c'est pas des 2, des 3 formations qu'on surveillait en début de saison, on encerclait, comme tu disais, pour le titre. Il y a l'Armada, il y a Chicoutimi, bien sûr. Mais malgré tout ça, on fait notre petit bout de chemin, puis on s'en rend peut-être un petit peu moins compte, mais c'est un excellent début de saison pour les Saguenay de Chicoutimi.
Il ne faut pas oublier une chose, on est quatrième au classement général, mais on a joué moins de matchs. On a joué 5 matchs de moins que Charlottetown, Ben, 3 exact. matchs de moins que Blainville, 2 matchs de moins que les Huskies. Donc, quand tu regardes en termes de pourcentage de points, là, à 750, là, c'est le meilleur dans la Ligue. C'est le meilleur dans la Ligue. Donc, on va souhaiter un long printemps du côté de Chicoutimi parce que les partisans attendent depuis quoi? Le dernier titre des Saguenayens, c'est en 94, donc ça fait 31 ans, 32 ans même en 2026. Donc, les attentes sont très, très, très élevées du côté de Chicoutimi. Et Max, je sais que quand on regarde la cave du classement, c'est le Drakkar de Bécomo. Mais moi, je veux te parler du Drakkar de Bécomo, pas parce qu'ils ont seulement 2 victoires depuis le début de la saison, mais je veux te parler du Drakkar parce qu'il y a Lucas Beckman qui est devant le filet du Drakkar qui, malgré tout, malgré le fait que le Drakkar connaît un début de saison difficile, Beckman fait encore une fois partie des meilleurs gardiens de but de la LHJMQ. Écoute, son équipe a 2 victoires en 16 matchs, puis malgré tout ça, Beckman a 911 d'efficacité. Donc, les Sénateurs d'Ottawa l'ont repêché en juin dernier. Un très bon gardien de but, cérébral, intelligent, bon positionnement, les jambes rapides également. Donc, Beckman tente, match après match, de quand même garder son équipe dans le score. Joueur de la semaine, cette semaine, la semaine dernière, La semaine Beckman, dernière, la oui. semaine dernière. Et tu sais, puis tu le sais, là, mon amour de la position de gardien de but, peut-être qu'il s'en rend pas compte. Je suis convaincu qu'il est très bien entouré, autant à Bécomo que au sein là, que ce soit ses agents, sa famille et tout ça. Là, mais à cet âge-là, peut-être que tu t'en rends pas tout de suite compte, mais c'est bon pour lui. C'est bon pour lui Ouais. de vivre cette adversité et d'être le joueur qui tient le fort. C'est extrêmement difficile mentalement. Peu importe le niveau dans lequel tu joues. J'ai déjà joué au sein d'une équipe quand j'étais jeune où on a gagné un match dans l'année, une victoire de 1-0 où finalement j'ai réussi un jeu blanc. T'sais. C'est très anecdotique, mais mentalement, c'est extrêmement difficile pour un gardien de savoir que si tu n'es pas parfait, les chances de victoire carrément chutent drastiquement. Mais de vivre ça à son âge, après avoir été repêché, donc il n'y a même pas un petit peu. Tu sais, si ça avait été l'an dernier, peut-être que mentalement, ça peut l'affecter pour son année de repêchage. Puis là, tu tombes dans ta tête et tu dis, ben là, les équipes vont tellement. Non, il est repêché à Ottawa. Ottawa savent ce qu'ils ont entre les mains. Et même, je suis convaincu qu'on regarde un œil sur lui et qu'on se dit, hey, kid, continue, lâche pas, c'est excellent ce que tu fais présentement. Tu sais, je veux dire, moi, je me souviens quand j'étais jeune, combien de fois mon père me disait Patrick Roy avec les Bisons de Granby. Évidemment, je suis beaucoup trop jeune pour avoir vécu Patrick Roy avec les Bisons de Granby, mais lui, chaque fois qu'il y avait, exemple, la saison dont je te parlais, il me parlait de ça, il disait Max, Patrick Roy avec les Bisons de Granby, il vivait ça. Il donnait 6 buts par match, mais c'est pas grave. Tout le monde savait qu'il était la raison pourquoi c'était pas 12 buts par match. Et Lucas Beckman, présentement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je serais très curieux là, de l'entendre. Je suis convaincu qu'il est capable, à travers tout ça, là, de voir le positif, puis de travailler très fort, puis de continuer d'élever son jeu. Exactement. Puis, tu sais, présentement, bon, le Drakkar est dernier, 18e dans notre ligue, et puis 17e, c'est les Eagles du Cap-Breton. Donc, c'est 2 équipes présentement qu'il va falloir surveiller parce qu'au cours des prochaines semaines, des prochains mois, il va y avoir évidemment la période de transaction lors de la période des fêtes. Mais c'est 2 équipes qui pourraient s'afficher comme étant vendeuses. Et à ce moment-là, si jamais le Drakkar de Bécomo décide de transiger Lucas Beckman pour bâtir pour l'avenir, watch out. Le téléphone de Jean-François Grégoire va sonner parce que Lucas Beckman, c'est un solide gardien de but qui pourrait tout de suite aller aider une puissance. On dirait que j'imagine déjà, ça c'est à chaque année, à travers toute la Ligue canadienne d'ailleurs, là, j'aime beaucoup ça quand on voit ça, un joueur transigé pour un lot de choix au repêchage ou quelque chose, tu essaies de trouver celle-là qui a le plus pas de bon sens dans le sens où tu regardes ça, t'es comme, c'est sensationnel de voir tout ce qui peut être transigé. Souvent, je trouve que la Ligue de l'Ouest, c'est elle où c'est vraiment où il y a les plus hors de l'ordinaire, mais on ne sait jamais des fois ce qui peut arriver. L'équipe qui mettrait la main dessus serait très, 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 très en Cadillac. Il faut s'entendre, le Max. Là. On est quoi? On est le 4 novembre. Là. Ça a bien le temps de changer encore. Là. On regarde dans la cave du classement, présentement, tu as Bécomo, mais tu sais, Cap-Breton, Québec, Victoriaville, Rimouski, Saint-John, c'est très, très, très serré. Là. La saison est jeune, donc ça a bien le temps de changer d'ici la période des échanges. Et tu le disais, Raph, en ce 4 novembre, très heureux de t'avoir parlé aujourd'hui. On va continuer, bien sûr, de suivre toutes les actualités dans les 2 prochaines semaines. Et si tu le veux bien maintenant, justement, ben c'est le temps. On en a parlé au début de l'épisode, que j'aime m'entretenir avec Thomas Verdon. Donc, un gros merci, Raph, et on se reparle très bientôt. Salut, Max. Merci.
Il est rien de moins que l'attaquant du mois dans la LHJMQ. Il fait partie des meilleurs marqueurs de toute la ligue présentement. C'est le joueur de centre des Huskies de Rouyn-Noranda, Thomas Verdon, qui se joint à nous aujourd'hui. Thomas, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien, ça va bien. Merci beaucoup de prendre le temps aujourd'hui. Super apprécié. Thomas, ça va bien sur la glace présentement. Un excellent mois d'octobre pour toi. D'abord, félicitations, je viens de le dire, attaquant du mois dans la Ligue de hockey junior maritime Québec. Un petit velours quand même agréable d'une telle distinction comme ça. Oui, c'est sûr que c'est très flatteur, mais ça reste que notre équipe, ça va super bien depuis le début de la saison. Puis, on n'avait pas trop d'attentes au début de la saison, puis ça va bien. Fait que c'est sûr que je suis content. C'est ta quoi maintenant, 4e saison complète avec les Huskies. Tu avais disputé quelques matchs là, avant ça, la saison précédente. Par contre, offensivement, c'est un petit peu une explosion pour toi en ce début de saison. Tu as toujours été un bon contributeur. Tu as récolté 50 points dans chacune des 2 dernières saisons. Même ton année recrue, tu avais été au-dessus de 40 points. Mais comme ça, à ton année 20 ans, de débuter autant en feu, d'être à égalité au 2e rang de toute la LHJMQ, comment tu prends ça en ce début de saison, ce rôle-là là, de vétéran, puis de contribuer offensivement comme ça au sein de ton équipe? Oui, c'est sûr que c'est super le fun de pouvoir participer au succès de l'équipe. Je pense pas qu'il y ait grand-chose qui a changé dans mon jeu. Je pense juste que j'ai les bons, puis je pense que j'ai un plus gros rôle dans l'équipe. Fait que c'est sûr que j'essaie de continuer, puis comme j'ai dit, d'aider mon équipe. Tu as parlé de votre bon début de saison. Vous avez eu d'ailleurs un énorme match en fin de semaine contre les Highlanders de Charlottetown, un match à la maison qui s'est décidé en fusillade. Les Highlanders qui trônent au sommet de la LHJMQ présentement. L'ambiance à Rouen va être pas pire pour ce match-là en fusillade, Thomas? Ouais, c'est sûr que ça fait 4 ans que je suis ici, puis pour de vrai, la foule est incroyable à chaque match. Je pense que c'est de loin la foule la plus brillante. Fait que c'est sûr qu'en fin de semaine, on avait un gros défi contre les Highlanders, puis c'était le fun de ressortir avec 2 points. Je veux qu'on vienne, avant de parler de l'équipe en détail individuellement, parce que je regardais tes statistiques depuis le début de la saison. Je pense que tu es un joueur qui a toujours pris une fierté à être bon dans les deux sens de la patinoire. Tu es un joueur de centre qui gagne tout près de 60% de ses mises en jeu depuis le début de la saison. Mais je veux qu'on parle de ça immédiatement parce que je pensais que c'était un glitch dans Matrix ou quelque chose, là, mais déjà 3 matchs depuis le début de la saison, au-dessus de 30 mises en jeu. Est-ce que cette statistique-là est bien vraie? 38 mises en jeu dans le premier match de la saison. C'est quand même ton coach Steve Hartley qui, je pense qu'il sait qu'est-ce qu'il y a en toi, puis il prend ça de façon très importante de t'envoyer à presque toutes les mises en jeu pour ce début de saison. Oui, c'est sûr. Quand je suis arrivé à 16 ans, je suis venu remplacer une coupe de match, puis le capitaine dans le temps, c'était Mathieu Gagnon, puis lui, c'était justement un expert des mises au jeu. Fait que c'est sûr, dès que je suis arrivé dans l'organisation, Mathieu Gagnon, il pratiquait ses mises au jeu. Fait que de le voir pratiquer, ça a toujours été surprenant, puis vraiment impressionnant. Puis depuis, ça reste important pour moi, les mises au jeu. Puis je l'ai un peu ramené au Midget 3 cette année-là quand je venais remplacer. Puis depuis, dans les pratiques, puis dans les matchs, je prends toujours une fierté au centre. C'est quoi la clé pour. Tu peux me donner un petit secret, là, un jeune qui écoute, là, un petit truc que tu as dans ta poche en arrière pour gagner les face-offs? Ouais, je pense que c'est vraiment le timing. Je regarde l'arbitre dropper la rondelle, puis j'essaie de me timer le plus possible. Puis pour en prendre 38 dans un match, c'est quoi? Là, on t'envoie prendre le mise en jeu, tu retournes au banc, puis tu reviens pour ton chiffre. Comment on gère ça? Parce que c'est quand même une charge de travail extrêmement élevée, là, même pour un bon joueur de centre comme toi. Ouais, mais c'est sûr que je prends des grosses mises au jeu en power play, en désavantage numérique. Fait que c'est sûr que quand il y a des matchs, justement, je pense que le premier match, on avait beaucoup d'avantages numériques puis de désavantages numériques. Fait que c'est sûr que là, j'en prenais, je changeais puis je devais retourner. Mais non, c'est sûr que ça devient dur un peu sur les hips à la fin de la game, mais
J'aime ça. À 20 ans, t'es encore correct. Inquiète-toi pas, il n'y a pas de problème. Ouais. Et de toute façon, les gardiens l'ont pire avec le style papillon sur les hanches. Là, fait que tu demanderas à tes gardiens Sûrement. quelques trucs pour bien les étirer. Blague à part, Thomas, t'es sur une séquence de 6 matchs avec au moins un point. T'en avais eu une de 8 matchs, une séquence de 8 matchs avec au moins un point plus tôt cette saison. En fait, il y a juste 2 rencontres là, où t'as pas été inscrit à la feuille de pointage depuis le début de l'année. T'as parlé un peu plus tôt que vous n'aviez pas nécessairement d'attente pour débuter la saison. Je suis curieux, là, dans le premier mois et demi là, environ, là, depuis que la saison a commencé, comment elles ont été peut-être replacées, ces attentes-là, pour vous, avec votre excellent début de saison? Comment peut-être déjà là, vous avez ajusté ça au sein de votre équipe? Ouais, c'est sûr que ça fait 2 ans que la Ligue, on n'est pas supposé être super dans les top équipes. Puis l'année passée, on a vraiment pu surprendre tout le monde. Puis c'est un peu le même mindset qu'on avait au début de la saison, de surprendre le monde, puis de jouer fort à chaque game. Puis je pense que c'est ça qu'on fait depuis la saison. Puis il y a pas de... On n'est pas surpris de notre côté parce que je pense vraiment qu'on croit en notre talent, puis ça paraît sur la glace. Tu as parlé de... Peut-être que ça fait 2 ans qu'il n'y avait pas nécessairement d'attente. Puis justement, bien sûr, il y a eu la transaction de Bill Zono, entre autres, cet été, là, en retour majoritairement de choix au repêchage. Là. Il y a également Réo maintenant qui est avec vous cette saison comme recrue. Mais justement, ça envoyait peut-être le message d'un début de reconstruction, peut-être à Rouen cette année. Toi, tu savais à ce moment-là, c'est ta dernière saison junior majeur. Tu as parlé du mindset d'équipe. Toi, d'un point de vue individuel, ton état d'esprit, justement, peut-être pour une dernière saison junior majeur, de vouloir encore faire partie d'une équipe compétitive. Comment tu as amené ça au camp d'entraînement? Puis, c'est quoi ton rôle à toi au sein de cette équipe-là, justement, pour l'amener, cet état d'esprit-là? Parce que je suis convaincu, comme joueur de 20 ans, que tu as un rôle important là-dedans, dans le vestiaire. Oui, c'est sûr que, à ma première année recrue, on a eu une bonne saison. Puis, je pense que c'est un peu la même situation qu'on est cette année, de juste surprendre tout le monde. Puis, pour moi, avec 4 ans d'expérience ici, c'est sûr que c'est important de montrer aux recrues, justement, l'expérience qu'on a eue il y a 3 ans. Puis, pendant les 3 années que j'étais ici, puis juste de pouvoir continuer à avoir du succès en série. Ouais, tu en as parlé. Là, vous aviez terminé 4e dans la division de l'Ouest, ton année recrue. Après ça, 2 saisons consécutives au 2e rang. Et là, présentement, vous êtes 2e dans l'Ouest, mais en termes de pourcentage de points, là, même... vous êtes devant, là, tout juste, l'Armada de Blainville-Boisbriand présentement. Parle-moi de Steve Hartley. Son rôle là-dedans, c'est un entraîneur d'expérience. Steve, il s'était amené en février 2024 avec vous, donc tu as vu son arrivée à Steve Hartley. Quel rôle il a justement pour garder cette équipe-là, pour garder les standards si élevés, même lorsque peut-être les attentes ne l'étaient pas en début d'année? Oui, c'est sûr que depuis qu'il est arrivé, il nous pousse, que ce soit à chaque pratique, à chaque entraînement. Justement, depuis qu'il est arrivé, on a vraiment double énergie quand il nous pousse. Puis je pense qu'il amène juste cette équipe-là au meilleur. Puis il continue de le faire avec son expérience. Toi, sur le plan individuel, là, comment tu trouves que de l'avoir côtoyé dans les dernières années, comment ça t'a aidé à élever ton jeu peut-être? Oui, c'est sûr que il me pousse beaucoup depuis qu'il est arrivé. Puis je pense que ça m'a permis d'être où que je suis aujourd'hui. Puis je pense qu'on va continuer de faire ça cette année. Puis ça va super bien. Est-ce que, je sais que vous venez d'avoir une très, très grosse semaine, là, vous êtes rentré à la maison, après ça, on retourne sur la route. Est-ce que il y a des... vous donnez peut-être des objectifs à atteindre au fil de la saison, à maintenir? Est-ce qu'il y a des dates importantes dans le calendrier où vous y allez vraiment avec le bon vieux un match à la fois pendant que la séquence va bien? Oui, c'est sûr que je pense qu'on y va vraiment avec un match à la fois. Les fins de semaine qu'on a du succès, ça vient de notre semaine de préparation, les pratiques. Quand on est hard dans les pratiques, ça se voit pendant les matchs. Fait que c'est sûr qu'il faut qu'on se concentre sur la semaine de pratique, puis ça va bien aller pendant les matchs de la fin de semaine. Je le disais, là, jusqu'ici, tu as fait tout ton junior avec l'organisation des Huskies de Rouyn-Noranda. Tu es un gars de la région de Montréal. Tu as joué, bien sûr, pour le Royal Rousseau à Montréal dans le Midget 3, le M18 3A maintenant.
Je suis curieux, parle-moi de ton cheminement des 4 dernières années que tu as passées à Rouyn-Noranda. Bon, moi, j'ai fait l'inverse. Moi, je viens de la région et je suis déménagé environ à ton âge en ville. Toi, tu es parti de la ville, tu es allé en région. On connaît la passion pour les Huskies à Rouen. La rivalité Val-d'Or-Rouen est une des très bonnes dans la Ligue de hockey junior maritime Québec. Comment tu as grandi au sein de l'organisation? Puis, à quel point l'organisation était importante pour toi là, dans ton cheminement dans les 4 dernières années, Thomas? Ouais, c'est sûr que au début, c'était un peu spécial. Moi, comme tu as dit, je viens de Montréal, fait que c'est vraiment différent ici. Mais comme tu as mentionné, la ville est husky. Tout le monde est tellement passionné, puis je pense que ça paraît à chaque année. Puis je pense que ça l'aide aussi l'équipe à avoir une bonne chimie. Il y a pas, on est 2 joueurs de la région, sinon le reste, on vient tous de Montréal ou d'ailleurs. Fait que ça nous permet de plus connecter vu qu'on peut pas retourner chez nous pendant la saison. Fait qu'on passe beaucoup de temps ensemble. Puis je pense que c'est une des raisons qu'on a beaucoup de succès. Puis comme vétéran, toi, maintenant, pour accueillir les jeunes, tu en as parlé un peu tantôt là, sur la glace, mais à l'extérieur de la glace, c'est quoi peut-être un petit peu ton rôle là, au sein de l'équipe maintenant pour accueillir les jeunes dans une formation comme ça? Ouais, c'est sûr que je prends le rôle en tant que leader d'inclure tout le monde. Pour moi, c'était un peu difficile au début de m'adapter. Je n'étais jamais parti de chez nous avant. Fait que juste m'assurer que tous les gars ils se sentent à l'aise puis qu'ils sont bien. Puis je pense que ça va aider au succès de l'équipe après si tout le monde est bien. On en parle depuis le début de l'entrevue, Thomas, mais tu es un vétéran. Ta dernière saison dans la LHJMQ cette année, d'abord, comment tu prends ça? Est-ce que tu essaies vraiment de t'imbiber de cette énergie-là, de rester dans le moment? Y a-t-il déjà une petite nostalgie? Comment tu prends ça cette dernière saison en ce moment? Ouais, c'est sûr, c'est bizarre parce qu'on dirait que l'année passée, je rentrais dans la ligue, mais non, pour le vrai, je fais juste dire, on niaise beaucoup les gars d'en profiter, mais ça passe vite, puis c'est sûr que en tant que ma dernière année, c'est sûr que j'aimerais ça, qu'on se rende loin pendant la saison. Puis pour la suite des choses à la suite de ça, comment tu entrevois ça? Est-ce que déjà ta réflexion est amorcée? Est-ce que peut-être tu voudrais aller dans les universités canadiennes? Maintenant, il y a le cheminement des universités américaines qui est une possibilité pour un joueur comme toi. Est-ce que, au contraire, tu aimerais peut-être t'essayer dans les rangs professionnels à la fin de la saison? Est-ce que déjà tu as amorcé cette réflexion-là, peut-être? Ouais, c'est sûr que mon objectif depuis longtemps, c'est de jouer professionnel, fait que ça reste ça, mais il y a eu un changement de règle l'année passée avec les universités américaines. Fait que c'est un peu nouveau pour tout le monde, en fait. Puis je sais pas, j'ai pas pris de décision encore, quoi que ce soit. J'attends, puis je me concentre sur la saison pour l'instant. Je regardais ton cheminement là, également. Là, je pense que dans le M3A aussi, souvent, tu étais dans les joueurs avec des bons résultats scolaires. Là, donc, je pense que combiner les deux, pour toi, ça n'a jamais été un problème. Est-ce que je me trompe? Non, c'est ça. Puis, mon père il a été joué à l'université aux États-Unis longtemps. Fait que c'est sûr que c'est pas un gros obstacle pour moi d'aller là. Mais je pense que pour l'instant, j'ai pas pris de décision encore. Ouais, d'ailleurs, tu es né en Ohio. Est-ce que ça s'était fait? Est-ce que votre retour à la famille au Québec, ça s'était fait quand tu étais jeune? As-tu des souvenirs de ça? Ou à quel âge vous êtes revenu? Non, pas tant. On est revenu quand j'avais 2 ans, mais mes Ah. parents ont habité là-bas pendant 12, 13 ans. Fait que c'est Wow. sûr que après, ils voulaient que je revienne puis je grandisse avec ma famille qui venait de Montréal. Fait que c'est un peu pour ça, mais ça reste que le monde il me pose souvent la question, mais je parle plus français qu'anglais. Ouais, ben, disons qu'il n'y a pas d'accent à noter de ton côté. Non. Thomas, je termine tout le temps avec ces entrevues avec les joueurs, là, avec un segment que j'appelle le petit rapid fire. La première chose qui te vient en tête, là, c'est pas très sérieux de toute façon. Là, donc, je pense, 4-5 questions pour toi en rafale. Est-ce que tu es prêt? Parfait, let's go. T'as pas le droit de répondre Rouyn-Noranda. Donc, à part Rouen, on va le spécifier là, avant que les gens à Rouen t'arrêtent dans la rue pour dire pourquoi t'as pas répondu Rouyn-Noranda. À part Rouen, peut-être l'endroit où t'aimes le plus jouer dans la LHJMQ et une courte raison pourquoi. Je pense que je dirais Halifax. Nous, on joue juste là-bas une fois par année, puis à chaque fois qu'on joue, les estrades sont remplies. Fait que c'est sûr, c'est toujours spécial de jouer là-bas, mais ça reste que,
en étant de Montréal, ça reste que Blainville, ça reste quand même gros vu que toute ma famille est là. Fait que je suis un peu mélangé, mais je pense qu'Halifax, l'ambiance est quand même bonne. Ouais, Halifax revient constamment dans cette question-là. Bien sûr, il y a Halifax, Québec. Blainville, par contre, c'est la première fois. Alors, pour un petit gars de Montréal, bien sûr, c'est un choix assez évident. Est-ce qu'il y a une pièce d'équipement avec laquelle tu es plus capricieux? Et Justin Carbonneau, l'an passé, nous parlait de ses bâtons. Xavier Villeneuve me parlait de ses patins. Il essaie d'avoir les mêmes FT2 depuis, je pense, 6 ans. Il ne veut pas changer. Toi, est-ce qu'il y a une pièce d'équipement là, que ton gérant d'équipement, il sait là, qu'il faut qu'elle soit... faut y prendre plus attention que les autres? Non, mais je suis quand même... tu sais, mettons, mes bâtons, j'aime ça les retaper après chaque période. Fait que c'est sûr que... Chaque période? Si ça change... Ouais, je sais pas si ça change vraiment quelque chose, mais je pense que c'est plus dans ma tête, mais ouais, mes bâtons, je pense que c'est quelque chose. Juste la palette ou la maillotche aussi? Non, dans le fond, pendant le match, c'est la palette, mais ma maillotche, c'est à chaque game. Oh my God! Wow! Wow! Incroyable! C'est beaucoup de tape, ça. Tape noir ou blanc? Blanc. Ah! C'est bien. Je reconnais les vrais. Le repas d'avant-match de prédilection de Thomas Verdon, c'est quoi? Je pense que c'est quand même rare que quelqu'un dise ça, mais de la lasagne. Ah, ouais? Je mange vraiment de la lasagne. Je pense j'ai pas nécessairement... je suis pas difficile. Je mange souvent du poulet du riz, mais je pense que la recette gagnante, c'est vraiment de la lasagne. Une petite portion, j'espère. C'est lourd, une lasagne, quand même. Wow. Ouais, vraiment petit. Je mange pas beaucoup avant mes matchs. Et le snack d'après-match de prédilection maintenant? C'est souvent des shakes de protéines. Je bois beaucoup d'eau puis des shakes de protéines après le game parce que j'ai pas trop faim. Je sais pas pourquoi. C'est peut-être la lasagne qui reste moi. Un gars sage, j'aime ça. OK, une dernière. Caulfield ou Suzuki? Suzuki, c'est sûr, en tant que centre, je les vois plus. Puis c'est un bon playmaker, fait que je pense que ça me ressemble beaucoup. Thomas, merci beaucoup d'avoir pris le temps cet après-midi. C'est super apprécié. Qu'est-ce qu'on te souhaite sur le plan individuel et collectif, peut-être d'ici la fin de la saison? Ouais, c'est sûr. Sur le plan collectif, comme j'ai mentionné, j'aimerais ça, en tant que ma dernière année, me rendre le plus loin possible. C'est ma dernière année, puis on a eu une déception il y a 2 ans en étant all-in. Fait que c'est sûr que pour moi, je l'ai encore derrière la tête, puis je veux gagner. Puis c'est ça, en tant que personnel, je vais faire tout ce que je peux pour justement atteindre ce but-là. Thomas, merci beaucoup. Puis je tiens à dire, un des bons flows à être passé à l'émission. Je sais pas ce que tu as fait avant, là, mais good job. Bien fait. Merci beaucoup. Thomas Verdon, merci beaucoup. À la prochaine. C'est ce qui conclut cette autre édition du podcast aux 4 coins présenté par Carlsberg. Un énorme merci à Raphaël Doucet, non seulement pour sa participation à l'émission, mais également à la coordination de celle-ci. Merci également à Thomas Verdon pour son temps et aussi à l'organisation des Huskies de Rouyn-Noranda. Bien sûr, un merci spécial à vous tous, chers auditeurs. Je vous rappelle, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner à la page YouTube de la LHJMQ. Laissez une mention j'aime sur cet épisode. Faites un commentaire sur ce que vous avez apprécié de l'émission et également qui vous aimeriez entendre à ce balado. Et également, vous rappeler qu'on est disponible en format audio sur toutes vos bonnes plateformes. Et sur ce, eh bien, je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode d'Aux 4 coins, présenté par Carlsberg. Ciao!